Bonjour et bienvenue. Comme je vous disais, d'abord, on fera une petite introduction sur la thématique, le sujet que l'association Maya nous a demandé d'introduire pour les patients. Attendez, il y a encore des patients qui sont en train de se connecter. Je vais voir d'essayer si on peut leur accepter automatiquement. Voilà. Très bien. Et je pense qu'on va déjà commencer. Très bien. Je suis Alex Garcia Fora, je suis gynécologue et le directeur scientifique responsable de l'unité d'oncofertilité ici à l'Institut Marquès à Barcelone. Justement, j'ai fait la dernière réunion pour patients de Maya juste avant du confinement. C'était le 29 février 2020. Il y avait déjà des patients qui portaient la masque. Et bon, on a déjà passé la première et la deuxième vague de l'épidémie. Heureusement, maintenant, on a l'opportunité de se communiquer virtuellement, faire des sessions via Zoom, Skype, et de continuer à avoir des patients virtuellement pour préparer les traitements qu'ils veulent faire chez nous. Et on continue à recevoir des patients de toute l'Europe qui viennent ici à Barcelone pour faire les traitements de PMA qu'ils ont déjà programmés. Aujourd'hui, on voulait bien vous introduire une thématique que je pense est toujours intéressante pour les patients français. C'est les traitements de dons d'ovules, de dons d'ovocytes ou le don de gamètes en général. On sait bien que le problème le plus important du point de vue de fertilité aujourd'hui, c'est que les patientes ne décident pas d'avoir un enfant à 25 ans ou à 20 ans. L'âge de la première grossesse continue à arriver de plus en plus tard. La moyenne d'âge des patientes qu'on voit ici chez nous, c'est autour de 38, 39 ans. Et on sait déjà qu'à partir de 35 ans, il ne reste qu'un 10% de la réserve ovarienne originale. Ce n'est pas seulement un problème de quantité, c'est aussi un problème de la qualité de ces ovocytes-là. Et normalement, même si à 35 ans, il reste un 10%, on sait qu'à partir de 38 ans, il y aura déjà probablement un 75% d'ovocytes qui vont être anormaux. À partir de 40 ans, on passe déjà du 85% d'ovocytes qui vont être anormaux. Et à 43, 44 ans, on peut dire que c'est presque le 100% d'ovocytes qui vont avoir des problèmes chromosomiques qui ne vont pas nous donner des embryons normaux. Alors, le diagnostic de la réserve ovarienne est quelque chose qui est très important à établir, si possible, avant de 35 ans, vu que l'âge biologique, l'âge de la carte d'identité, ne correspond pas toujours à l'âge ovarien. Ça veut dire qu'on peut avoir des patientes à 32 ans où on fait une étude de la réserve ovarienne qui nous montre déjà une réserve ovarienne à 37 ou à 38. Et des patientes à 35 ans où on dirait que on est encore dans une étape où on peut essayer de faire un traitement avec leur ovocyte, mais une étude de la réserve ovarienne qui nous montre déjà qu'elle est à 40 ans. Bien sûr, ce sont des examens très faciles à faire. Normalement, on a besoin d'une échographie pelvienne au début des règles, ce qu'on appelle les comptages de follicules intro. C'est une échographie où on va compter sur chaque ovaire combien de follicules on peut y voir. Ce numéro, ça peut être 5, 10, 15. Normalement, c'est le numéro maximum d'ovocytes qu'on sera capable de récupérer sous stimulation hormonale. L'autre étude qu'on fait, c'est sur une prise de sang, c'est la valeur de la hormone antimullérienne. Et aussi, il y a des valeurs de normalité entre l'hormone antimullérienne selon l'âge de la patiente. Ça veut dire que normalement, à 35 ans, l'hormone antimullérienne devrait être supérieure à 3, à 38 ans, normalement supérieure à 2, et ça continue à descendre. Normalement, quand cette hormone est inférieure à 1, on commence à avoir des problèmes du point de vue de la quantité d'ovocytes qu'on puisse récupérer. Mais je vous répète, même si on a ce problème de la quantité,
on doit ajouter, selon l'âge de la patiente, le problème de la qualité qui est lié qu'à l'âge des patients. D'accord? Alors, si on a une patiente à 42 ans qui a une antimüllérienne assez bonne, de 1,5, ça veut dire que probablement on sera capable de récupérer plusieurs ovocytes, mais on continue à avoir le problème que probablement 90% des ovocytes et 90% des embryons vont être anormaux et vont nous donner des échecs d'implantation ou de fausses couches à répétition. Bon, parfois, bien sûr, on a besoin de finalement vous offrir ou vous proposer un traitement avec les oocytes d'une donneuse. D'abord, bien sûr, la ménopause ou l'insuffisance ovarienne prémature est l'une des raisons plus fréquentes chez nous. Mais la patiente qui arrive à 40 ans, qui vient chez nous et décide de « j'aimerais bien tomber enceinte », mais on voit déjà qu'il n'y a plus de règles ou l'hormone antimüllérienne est presque zéro. Bien sûr, dans ce groupe de patients, ce n'est pas possible de récupérer des ovocytes, ce n'est pas possible de créer des embryons avec l'ovocyte. On doit choisir les ovocytes d'une donneuse. Aussi, la diminution de la réserve ovarienne des patientes, ou même s'il y a encore des règles régulières, on voit qu'il n'y a presque pas des follicules sur les ovaires, où l'hormone antimüllérienne est vraiment très très basse, où la patiente a déjà fait une stimulation, on n'a pas récupéré des ovocytes, on n'a pas des ovocytes matures. Aussi, les patientes qui ont des problèmes chromosomiques ou des problèmes génétiques et où on veut éviter la transmission de cette maladie familiale, de cette maladie héréditaire, parfois, on peut faire des études pour choisir les embryons qui ne sont pas malades. Parfois, on doit passer directement aussi au don de gamètes pour éviter ce problème génétique à la suivante génération. Aussi pour les patients, qu'on voit ici malheureusement des patients multitraités, des patients qui ont fait plusieurs traitements précédents dans leur pays, dans d'autres pays, des traitements FIV avec leur ovocytes et ont eu que des échecs ou des fausses couches, comme je vous ai déjà expliqué. Finalement, on doit décider de changer des gamètes. Bien sûr, c'est très important de décider et de vérifier c'est lequel le gamète qu'on doit changer, si ce sont les ovocytes ou les spermatozoïdes. Normalement, si ce sont des patientes de plus de 38 ans, c'est le problème ovocytaire. Normalement, c'est le don d'ovules qu'on doit faire. Et aussi, comme responsable de l'unité d'oncofertilité, tous les patientes qui ont passé des traitements oncologiques, bien sûr, des traitements oncologiques sur les ovaires, l'utérus, etc., ou des traitements oncologiques comme le cancer de sein, cancer de colonne, et qui ont dû faire de la chimiothérapie, radiothérapie, ça va réduire rapidement la réserve ovarienne, presque éliminer la réserve ovarienne. Et dans ce groupe de patientes qui ont reçu des traitements de chimiothérapie, il n'y aura que 10% qui vont avoir encore une bonne réserve ovarienne, mais la vaste majorité, plus de 90%, malheureusement, n'auront plus de réserve ovarienne et seront obligés à faire un traitement avec un don d'ovocytes. Comme en France, le don en Espagne est anonyme. Je vous dis toujours, c'est anonyme pour vous. Ce n'est pas anonyme pour le gynéco qui doit faire la sélection. Bien sûr, vous avez toujours le droit de demander des informations sur les détails des caractéristiques physiques, la taille, le poids, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, le groupe sanguin, l'âge du donneur ou de la donneuse. Chez nous, heureusement, on est juste au milieu de la zone universitaire de Barcelone. Ça nous donne la possibilité de trouver presque tous les phénotypes. Normalement, pas cette année du Covid, mais normalement, on a des donneurs et des donneuses espagnols, mais on a aussi plein de donneurs et donneuses dans les programmes Erasmus des universités. Cette année, malheureusement, pour le Covid, il y a presque, le programme Erasmus n'existe plus, c'est plus difficile pour les patients de phénotype comme asiatiques, etc., c'est plus compliqué vu que on a des donneurs qui sont sur place. On n'a pas des donneurs qui sont venus que pour une activité d'une année. Cette année, il y a plein de restrictions. Il n'y a pas de liste d'attente. Bien sûr, il y a l'attente de faire tous les examens qu'il faut avant de commencer le traitement. Il y a une petite attente pour faire la synchronisation entre la patiente et la donneuse.
Mais du point de vue du début du traitement, on n'a pas de liste d'attente. Le patient qui a tous les documents, qui a toutes les instructions, qui a déjà, est prêt à commencer, bien on commence le processus de synchronisation, on commence le traitement. Le don en Espagne est altruiste, même s'il y a une compensation financière pour les 2 semaines de traitement, pour l'anesthésie, la ponction et tout le traitement que la donneuse doit passer. Mais à différence d'autres pays comme les États-Unis, on ne paye pas. Vraiment, c'est un don où il faut compenser la donneuse pour tous les jours qu'elle a fait les contrôles, etc. Mais ce n'est pas comme à d'autres pays où on paye pour un traitement selon des différentes raisons. Nos donneuses d'ovocytes, normalement, sont aussi des donneuses de meule osseuse. Ça veut dire que pour une donneuse, c'est très important, le traitement qu'elles sont en train de faire. Elles sont en train d'aider quelqu'un, je pense que c'est la raison principale. Nous, on n'achète pas des ovocytes congelés, on ne congèle pas des ovocytes. Ça veut dire que notre donneuse doit toujours venir présentiellement à l'Institut. Il y a bien sûr tout un processus d'examen que la Société européenne et la Société espagnole de fertilité nous obligent à faire, cariotype, sérologie, l'étude de maladies récessives, etc. Ça, c'est standard pour toutes les cliniques. Mais chez nous, vraiment, c'est très important, tout le processus de sélection, justement, du point de vue pas médical. Je veux dire que la donneuse doit venir présentiellement, doit passer un rendez-vous, un interview personnel, un test psychotechnique pour vérifier qu'elle est bien, qu'elle est prête, les raisons pourquoi elle veut venir à faire un don. Et de ce point de vue-là, vraiment, pour nous, c'est très important la sélection de ce point de vue-là. Je veux dire qu'on ne va jamais accepter une donneuse qu'on ne voudrait pas pour nous-mêmes. Et bien sûr, parfois, quand on est en train de faire le premier rendez-vous avec une donneuse, on pense déjà directement à une patiente qu'on avait vue 10 jours ou 2 semaines avant. Le matching patient-donneuse, pour nous, est très important, pas seulement du point de vue des caractéristiques physiques, mais aussi, cette année, on a commencé à proposer ce qu'on appelle un matching du point de vue de la personnalité. C'est un petit questionnaire qu'on fait passer aux patients et on fait passer aussi aux donneurs et aux donneuses. Bien sûr, ce n'est pas un test de personnalité de 250 questions. C'est un petit test, je pense, d'entre 20 et 25 questions pour évaluer les dimensions générales de la personnalité, introversion, extroversion, actif, impulsif, calme. Et bien sûr, il y a des patients qui nous disent « Oui, j'aimerais bien une donneuse dont mon profil de personnalité… » Mais bon, je dois vous dire aussi que j'ai eu des patients qui m'ont demandé « Non, s'il vous plaît, je ne veux pas une donneuse hyperactive comme moi-même. » D'accord ? Alors, bien sûr, on vous écoute, d'accord? On essaie toujours de nous approcher au maximum du point de vue des détails des caractéristiques physiques, la taille, la complexion, mais si possible aussi, on essaie de nous approcher cette année-là déjà du point de vue des dimensions générales de la personnalité. Du point de vue de taux de réussite, vraiment, c'est un traitement très efficace. Avant de vous expliquer le taux de réussite du programme de don, je pense que c'est important de vous expliquer aussi que ce taux de réussite est dû à l'évaluation qu'on fait avant. Normalement, on est habitué à avoir des patients qui ont fait plusieurs traitements FIV. Et vous savez bien que chez vous, normalement, la majorité de patientes ont le droit d'arriver jusqu'à faire 4 traitements FIV avec leur gamète. Ce qu'on voit normalement sont des patients qui ont été multitraités, plusieurs traitements FIV, plusieurs transferts. Après les échecs, plusieurs études d'échecs d'implantation, plusieurs études de fausses couches à répétition. Mais encore, quand on a des patientes qui arrivent chez nous, quand il y a des gynécos français qui nous envoient des patients pour un traitement de don, mais d'abord, on doit éviter des échecs aussi dans ce premier traitement de don. C'est pourquoi c'est très important d'évaluer tous les examens, tous les documents, tout ce que vous avez fait dans les traitements précédents, spécialement sur le facteur masculin. D'accord ? On a fait déjà plusieurs journées scientifiques pour des gynécos français parce que la moitié des patientes qui avaient un échec dans le premier traitement de don, c'était pour un facteur masculin qui n'avait pas été bien étudié.
Bien sûr, de plus en plus, le karyotype sur monsieur, c'est quelque chose qu'on fait déjà systématiquement. Aussi, des études supplémentaires sur l'échantillon de sperme, comme l'étude de fragmentation de l'ADN, c'est aussi quelque chose qu'on commence à faire régulièrement déjà dans les traitements FIV en France. Mais d'autres études, comme l'étude FISH sur les chromosomes des spermatozoïdes, les études des altérations de la méiose au niveau de la biopsie testiculaire, ou d'autres études qui peuvent nous porter à des échecs d'implantation ou fausses couches de répétition. Parfois, on vous demande de compléter tous ces examens pour être sûr qu'on va arriver à ce taux de réussite que vous voyez sur l'écran. Vraiment, quand on n'a pas un facteur masculin sévère, quand on a un patient qui a été bien étudié, on sait bien que la qualité du sperme est bien, on a fait des traitements pour améliorer cette condition-là. Le taux de succès pour le premier transfert est autour du 60-65% pour un seul transfert. Le taux de grossesse après transférer tous les embryons qu'on a pu faire dans ce cycle de stimulation de la donneuse passe du 90%. C'est vrai qu'il nous reste toujours un 10% de patientes qui vont avoir des échecs à répétition. Dans ce groupe de patients, normalement, on doit approfondir sur les problèmes d'implantation de répétition, étudier des maladies assez rares comme les thrombophilies, les maladies de la coagulation, auto-immunes ou des problèmes utérins comme l'adénomyose. D'accord. Alors, dans ce petit groupe de 10% de patientes, oui, il faut commencer à faire des études en profondité, parfois malheureusement des études invasives qu'on ne fait pas d'abord. Et vraiment, il y aura déjà, heureusement, 9 patients sur 10 qui auront une grossesse sans avoir besoin de tous ces examens invasifs. C'est un traitement très efficace. Bien sûr, si on compare avec le traitement de FIV avec les ovocytes de la patiente à 40 ans, où les possibilités de trouver un embryon normal est inférieure à 10%, mais c'est juste un ovaire. Non, on passe du 10% d'ovocytes à 40 ans à 90% pour les traitements avec les ovocytes d'une donneuse. Et heureusement, on a déjà un groupe très important de patients qui seront enceintes qu'après le premier transfert. Le traitement est très facile. Spécialement quand je vois des patientes qui ont déjà fait des traitements FIV elles-mêmes. On sait que la FIV, c'est un traitement difficile, dur, des piqûres presque tous les jours, des contrôles intensifs. Pour le don, le traitement le plus dur, c'est sur la donneuse. Il faut faire une petite synchronisation, un traitement qu'on fait normalement avec la pilule, sur la donneuse et sur la patiente. On va provoquer, on va déclencher les règles en même temps. Et à partir de ce moment-là, on va commencer le traitement de stimulation sur la donneuse et le traitement avec des patchs ou des tablettes orales pour la patiente. Vous devez faire qu'un seul contrôle chez votre gynéco. Heureusement, vous pouvez faire tous ces processus à la maison. Vérifier que l'endomètre est bien, vérifier que l'endomètre est bon, triple feuillet, bonne qualité. Et si on a pu congeler un échantillon de sperme à Barcelone avant du traitement, on n'a même pas besoin de venir en frais le jour de la ponction. D'accord? Alors vraiment, c'est un traitement qu'on peut faire à distance. À partir du moment de la ponction, normalement, on fait la culture pendant 5 jours. Si vous ne savez pas, je vous explique, vous avez l'opportunité de vous connecter virtuellement au laboratoire pour voir l'évolution de vos embryons. C'est ce qu'on appelle le embryo mobile. Et bien sûr, pour des patientes qui sont à distance, ce programme de l'embryo mobile vous aide à rester attaché, à voir qu'il y a des embryons qui évoluent normalement, qui arrivent à J5, et être prête pour accueillir cet embryon à J5. La majorité des patientes vont faire qu'un seul déplacement à Barcelone, aller-retour, le jour du transfert. Et bien sûr, aussi pour monsieur, on aura besoin d'un seul déplacement, normalement, avant du traitement pour congeler l'échantillon de sperme, ou pour des patients qui veulent venir en frais, un déplacement que le jour de la ponction pour donner l'échantillon de sperme. Après le transfert, pas besoin de reposer, vous pouvez rentrer chez vous même le jour du transfert et on va faire le test de grossesse déjà à la maison 10 jours plus tard.
Alors, vraiment, c'est un traitement facile qui vous donne l'opportunité de continuer l'activité laborale sans problème. Il n'y a presque pas des effets secondaires pour le traitement hormonal qui n'est pas à des doses élevées. Et bon, oui, bien sûr, il y a toujours l'angoisse du traitement, du résultat, mais du point de vue physique, du point de vue médical, c'est un traitement très, très facile à porter si on compare, bien sûr, avec un traitement FIV avec vos ovocytes. Comme je vous disais, il y a des techniques spéciales. Bien sûr, depuis 2014, on ne fait que de transfert à blastocyste. Vraiment, la culture, le transfert à J2, J3 n'existe presque plus. On sait qu'on a besoin des embryons qui nous montrent qu'ils sont capables d'arriver à J5, en bonne qualité. Avoir des blastocystes, ça ne veut rien dire. Il y a des blastocystes qui ne vont jamais nous donner un bébé. Vraiment, la sélection embryonnaire jusqu'à J5 va nous montrer les embryons qui arrivent à blastocyste, en bonne qualité. Bien sûr, il y aura toujours à peu près un 50% d'embryons qui vont s'arrêter, qui vont se bloquer. Et heureusement, ce sont des embryons qu'on ne va pas transférer, qu'on ne va pas congeler, qui ne vont jamais nous donner un bébé. Alors, la culture prolongée à blastocyste nous aide à garder, à préserver que les embryons qui vraiment ont ce taux de réussite du 60-65%. Comme je vous expliquais, l'embryoscope et l'embryomobile, c'est un incubateur fermé. C'est un incubateur qui augmente les possibilités de l'embryon arriver à blastocyste de bonne qualité. Les conditions dedans l'incubateur sont stables, température, humidité, la concentration des gaz, vu qu'on n'a pas besoin de prendre les embryons pour les évaluer tous les jours. Le système va prendre automatiquement des images sur l'embryon tous les 5 minutes. Ça nous donne un détail très précis de l'évolution de l'embryon pendant ces jours de culture. Et au moment du transfert, ça nous aide aussi à décider c'est lequel l'embryon qu'on va transférer. Et en plus, comme je vous disais, depuis 2010, on est le seul centre au monde qui vous offre la possibilité, à vous, votre médecin traitant en France, votre embryologiste de référence, de se connecter et de vérifier vraiment que ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on fait. Si je vous dis qu'on va transférer un blastocyste 4AA de maximum qualité, ce n'est pas moi qui le dis, c'est simplement, vous avez des images, vous pouvez les garder, vous pouvez faire une deuxième opinion. Et du point de vue de transparence, pour nous, c'est très important de vous offrir cette possibilité. On n'a rien à démontrer, les images sont là, vous pouvez les garder. Et bien sûr, ça nous aide si, si vraiment il n'y a pas d'embryon de bonne qualité, il n'y a pas d'embryon à congeler, on ne va pas perdre du temps, on ne va pas perdre du temps, de l'énergie, de l'espoir pour des embryons qui ne vont jamais nous donner une grossesse. Et bien sûr, s'il n'y a qu'un seul embryon, on va le transférer, on va vous dire il n'y a rien d'autre à congeler. Et bien sûr, c'est parce que les images sont là, ce sont des embryons qui n'ont aucune possibilité. Depuis 2010, on pensait que bon, toutes les cliniques allaient faire le même système. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a aucun centre au monde qui ait osé à offrir la même transparence à travers de l'embryon mobile. Puis, il y a la technique du test génétique préimplantatoire. Bien sûr, c'est un test qu'on ne doit pas faire sur tous les patients. C'est un test qu'on doit faire parfois sous indication médicale. Bon, ça c'est la culture à blastocyste qu'on a déjà parlé. Un seul blastocyste, un seul embryon, c'est ce qui nous donne le taux de réussite le plus élevé. C'est exceptionnel qu'on décide à faire un transfert de 2 embryons. Le taux de réussite le plus élevé, c'est avec un seul blastocyste de maximum qualité. Transférer 2 blastocystes augmente le taux de fausse couche et ne nous augmente pas le taux de nouveau-né. C'est pourquoi on préconise toujours, si possible, de faire le transfert d'un seul blastocyste top. Ce que je vous expliquais sur l'embryon mobile, bon, bien sûr, toute la partie d'avoir le patient à distance attaché au traitement et bien sûr toute la connexion émotionnelle et la garantie de transparence de ce qu'on est en train de faire. Et pour le DPI, bien sûr, c'est un traitement qui est partiellement autorisé en France pour les patients qui ont des maladies génétiques, pour les patients qui ont des altérations des karyotypes
mais c'est quelque chose qui est vraiment très, très rare. C'est pourquoi en France, il n'y a que 4 laboratoires qui sont autorisés à faire le DPI et normalement, il y a une liste d'attente assez importante. Et même si c'est un traitement qu'on peut faire en France, malheureusement, on continue à recevoir des patientes qui peuvent pas attendre 2 années, 3 années à faire attendre la liste d'attente parce que la réserve ovarienne continue à descendre. Ce qu'on ne peut pas faire en France, c'est le traitement de DPI pour les patients qui n'ont pas des problèmes génétiques ou chromosomiques. Ça veut dire que pour les patients qui ont eu des échecs d'implantation, pour des patients qui ont un risque chromosomique très élevé parce que les ovocytes sont en 38, 40 ans, où il y a un facteur masculin important, malheureusement, on ne peut pas le faire. On ne peut pas demander de faire un traitement de DPI, de biopsie embryonnaire. Et il y a un groupe important de patients européens, spécialement français, qui viennent chez nous justement pour faire cette sélection des embryons qui vont être normaux et pour éviter le transfert des embryons avec des altérations chromosomiques qui vont jamais nous donner une grossesse évolutive, qui vont nous donner des fausses couches à répétition. Selon la situation des patientes, on peut faire la biopsie et congeler tous les embryons, ou on peut faire le DPI et faire le transfert en frais. Faire le transfert dans le même cycle de stimulation, ponction, biopsie et transfert. C'est ce qu'on appelle le PGT Express. Et ça nous donne l'opportunité de faire le diagnostic en 48 heures, transférer l'embryon qui est normal, et si on a pour congeler, on les congèle aussi. Dans le groupe de dons de gamètes, d'un côté, il y a le don d'ovocytes, le don de sperme, le double don, mais aussi depuis 2004, il y a la possibilité du don d'embryons ou l'accueil ou l'adoption d'embryons. L'Institut Marquès a été le premier équipe au monde à offrir l'adoption d'embryons. Et depuis 2004, il y a déjà 2000 nouveau-nés qui sont arrivés à travers de ce programme-là. Ce sont des embryons qui ont été congelés au stade de blastocyste, toujours de très bonne qualité, dont un comité a évalué les 2 géniteurs. Normalement, ce sont des embryons qui viennent des programmes de dons d'ovocytes ou de double don, des patients qui ont donné ou ont abandonné leur embryon après d'avoir déjà leur famille, qui ont accouché 1-2 fois, et qui finalement ont décidé que ces embryons pouvaient aider quelqu'un d'autre à avoir un bébé. C'est un programme qui est très efficace parce que normalement, ce sont des embryons qui ont une fertilité prouvée. Il y a eu des sœurs, il y a eu d'autres enfants qui sont nés du même groupe d'embryons. Et bien sûr, les géniteurs doivent toujours avoir les mêmes détails qu'on demande à un donneur. Ça veut dire pour l'ovocyte entre 18 et 34 ans, cariotype, toutes les études de sérologie, toutes les études récessives, etc. Alors vraiment, ce sont des embryons de maximum qualité. L'avantage plus important, il n'y a pas de synchronisation. Vraiment, l'embryon est congelé, l'embryon est là. On peut presque choisir la date où on va faire le transfert de cet embryon. Et un taux de réussite autour aussi du 60% par transfert. Alors vraiment, c'est un traitement très efficace pour des blastocystes de très bonne qualité. Le facteur masculin, comme je vous disais, c'est quelque chose qu'on a bien étudié. Et heureusement, à ce moment-là, le chef d'andrologie qui a été à l'Institut pendant 25 ans est aussi le président de la Société espagnole d'andrologie. Et on fait plusieurs études, on a fait déjà plusieurs études en relation au facteur masculin et la pollution, parce que vraiment, on sait qu'il y a un problème très important de la qualité des spermatozoïdes il y a 10, 15, 20 ans qui continue à descendre dramatiquement, et c'est lié justement à la pollution ambientale. Et les zones qui sont typiquement industrielles, ce sont les zones où la qualité des spermatozoïdes sont vraiment en pleine descente. Et à ce moment-là, on a commencé à faire une étude pour voir les effets de la COVID sur la qualité spermatique, voir vraiment si il y a une connexion entre les patients qui ont eu la COVID cette année
et si vraiment ça a un effet délétère sur la qualité des spermatozoïdes, pas seulement au moment de passer la maladie, mais aussi après. Et bon, je vous laisse une petite présentation de la docteure Marisa López Tejón, la directeure de la clinique. Et après ça, si vous voulez, on pourra déjà connecter les micros et faire des petites questions et réponses. Et puis, je pense que c'est à 11h30 qu'on avait prévu aussi de commencer les rendez-vous pour les patients qui avaient choisi de faire un petit rendez-vous individuel. Je vous laisse avec la présentation et après on commence, si vous voulez, avec les questions et les réponses de tout le groupe. ¿Cuándo empieza la vida? ¿En qué momento exacto empieza la vida de un ser humano? Pues yo creo que la vida empieza cuando una mujer sola, un hombre solo o una pareja que se ama sienten el deseo de tener un hijo. Esta clínica, ¿cómo la hemos hecho? Es como si haces la lista de bodas 20 años después de casada. Sabes muchísimo más lo que quieres, lo que vas a utilizar, lo que realmente importa. Y la hemos hecho así, pensando en el paraíso del embrión. La música para mí es una de mis pasiones. Las notas musicales se escapan del pentagrama y se marchan a buscar la vida al laboratorio. Hemos inventado un sistema en el cual los pacientes o sus médicos referidores pueden estar viendo los embriones y además saben que el embrión que hemos transferido es un embrión precioso y que los que hemos congelado también. Los embriones no duermen igual en un hotel de una estrella que en uno de 5. Las instalaciones de laboratorio y el control de sus condiciones ambientales son importantísimas. Requiere un gran esfuerzo en recursos humanos y económicos, pero es una garantía de calidad. Si estás seguro de que haces bien tu trabajo, puedes ser transparente. Los buenos restaurantes enseñan sus cocinas. Bueno, está demostrado que una mayor excitación sexual mejora la calidad del semen, además de que es mucho más agradable para el varón el tener un entorno, digamos, más sugerente. Esto pues, nos ha animado a hacer el Erotic Personal System. Quiere decir que aquí hay un buffet de todo tipo de cosas que les puedan gustar para tener una mayor erección. Desde las revistas hasta las pantallas de televisión clásicas, pero también tenemos otras cosas, como por ejemplo las gafas de realidad virtual, vaginas artificiales, incluso en algunos casos especiales, pues unos masturbadores que se conectan y cuando la actriz de la película pues actúa, el consolador le hace lo mismo al varón. Este es el bosque de los embriones. Queremos dejar un mundo mejor para los niños que ayudamos a nacer y por eso cada vez que nace un niño plantamos un árbol con su nombre en nuestro bosque de los embriones. En Tarragona, donde estamos reforestando, cada niño tiene su árbol con su geolocalización y además es una zona protegida para que nunca talen ese árbol. Muchas mujeres que dicen, yo no sé si quiero una donante de óvulos. Y yo les digo, bueno, hay muchas
mujeres que no quieren un hijo de cualquier forma. Pero como empieces el proceso, no cuando nazca, sino el primer día que oiga su corazón, latiendo dentro de ti, ¿de quién va a ser? Tú le das la vida. Très bien. Bon, j'espère que la présentation a été claire pour tout le monde. Si, bien sûr, si vous avez des petites questions à me poser, vous pouvez connecter le micro et bon, bah, je suis là. Bien sûr, à partir de dans 1h30, on a les rendez-vous déjà prévus. Mais s'il y a quelqu'un, bien sûr, qui a des questions avant de commencer les rendez-vous programmés, eh bien, je suis là pour vous répondre.